Donc, je vais appeler Francis Bourret, qui va nous parler d'explorer le cadre légal et réglementaire de la stabilisation des rives au Québec. Il est biologiste au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Il travaille depuis 15 ans à ce ministère et il s'est spécialisé dans la biologie des cours d'eau, des milieux riverains et des zones côtières. Il a participé à l'élaboration et à la mise en application de plusieurs lois, notamment celle sur la conservation et la mise en valeur de la faune et celle sur la qualité de l'environnement, ainsi que les règlements qui en découlent. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du cadre réglementaire. Un sujet palpitant, vous allez voir. J'espère que vous avez pris beaucoup de café. Je vais parler principalement de deux régimes d'autorisation. Donc, dans ces régimes d'autorisation-là, il y a plusieurs éléments qu'on a besoin pour être en mesure de comprendre où se situent les phytotechnologies. Donc, je vais vous parler des champs d'application, des définitions, des différents seuils d'assujettissement des projets et des conditions de réalisation. C'est un peu lourd, mais je vais vous parler de 2 lois et 5 règlements. Donc, il y a la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, qui a le règlement, qui encadre le règlement sur les habitats fauniques. Et ensuite, la loi sur la qualité de l'environnement, qui a beaucoup plus de règlements. Je vais vous les dire juste une fois. Après ça, je vais utiliser les acronymes. Donc, le règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leurs impacts sur l'environnement, mieux connu sous le nom de RAFI. Je sais qu'il y en a qui ont des petits hauts le cœur en entendant RAFI, là, mais je vais essayer de vous le décortiquer là, pour que ça soit plus convivial par la suite. Il y a le règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles, le RAMHS. Le règlement relatif à l'évaluation environnementale, le règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement de certains projets. Là, je ne me risque pas avec l'acronyme. Le règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques, le RCA-MHH. Donc, on va commencer avec le plus facile, la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Le principal article qui met en place le régime d'autorisation, c'est l'article 128.6. Nul ne peut, dans un habitat faunique, faire une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l'habitat de l'animal ou du poisson visé par cet habitat. Là, j'attire votre attention sur activité susceptible de modifier. Ça veut dire que même si on fait une activité qui est vue comme étant bénéfique pour le milieu, pour l'habitat, on est quand même assujetti à une autorisation. Donc, il y a 5 exceptions là, qui fait qu'on n'est pas assujetti à une autorisation. C'est les activités qui sont exclues par règlement ou normées par règlement, donc le règlement sur les habitats fauniques. Il y a les activités qui sont autorisées en vertu de l'article suivant, l'article 128.7, et les activités associées à un sinistre. Donc, quand on est en état d'urgence, tout ça, ce n'est pas assujetti à une autorisation en vertu de la LCMVF. Et finalement, les travaux dans le cadre d'un programme qui a été mis en place en vertu de l'article 128.7.1, qui n'y en a aucun actuellement, donc ça ne peut pas s'appliquer. Donc, le règlement sur les habitats fauniques, la façon qu'il fonctionne, c'est qu'il décrit plusieurs habitats. Puis si on se retrouve après dans un de ces habitats-là, c'est là qu'on est assujetti au régime d'autorisation. Là, je vous ai énuméré ici, pas les 11 habitats, mais les habitats pour lesquels il y a des espèces aquatiques. Donc, mais principalement, celles qu'on retrouve pour les phytotechnologies, c'est l'habitat du poisson, mais il peut aussi y avoir des ouvrages de stabilisation dans les aires de concentration d'oiseaux aquatiques, par exemple, qui, la plupart du temps, chevauchent l'habitat du poisson. Puis, il y a certains habitats d'espèces menacées vulnérables aussi, là, comme la tortue des bois, qui a une portion aquatique dans laquelle il pourrait y avoir des ouvrages de stabilisation. Les autres, c'est plus rare. Donc, si on prend comme exemple l'habitat du poisson, son champ d'application, il est un petit peu particulier par rapport aux autres habitats. Donc, tous les autres habitats listés au règlement, ça prend une cartographie pour qu'ils soient désignés. Donc, s'il n'y a pas de cartographie, on n'est pas dans l'habitat, même si l'espèce est présente. Pour l'habitat du poisson, c'est un peu différent. Il y a dans le golfe du Saint-Laurent qui est cartographié. Puis pour les autres habitats, pour les cours d'eau intérieurs, il n'est pas cartographié, donc on va utiliser la limite du littoral, la même que pour le littoral dans la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, c'est tout marin, marécage, lac, cours d'eau, fleuve, estuaire, jusqu'à la limite du littoral. Ce qui est un petit peu particulier, c'est que le règlement sur les habitats fauniques ne s'applique que sur les terres du domaine de l'État, ou dans ce cas-ci, dans le domaine hydrique de l'État. Donc, que sur les cours d'eau de tenue publique. Parce que ce n'est pas tous les cours d'eau que le lit du cours d'eau est public. Là. Il y en a certains qui sont privés, qui ont été concédés.
Fait que là, vous avez peut-être entendu parler des notions d'eau navigable et flottable. Habituellement, eau navigable et flottable, c'est des cours d'eau de tenue publique. Sinon, il faut aller regarder la date de concession ou votre certificat de localisation pour savoir s'il est public ou privé. Fait que s'il est privé, ça ne s'applique pas l'habitat du poisson, eau provinciale. Pour ce qui est des ouvrages de stabilisation, il n'y a aucune soustraction ou norme de prévu au règlement sur les habitats phoniques. Donc, aussitôt qu'on fait une stabilisation de rive, puis qu'on empiète ou qu'on a des travaux, une intervention à faire dans le littoral, donc en dessous de la limite du littoral, on est assujetti à une autorisation. Quand on est assujetti à une autorisation, il y a certains éléments que les analyses vont regarder qui sont listés à l'article 128.7. Donc, on a les caractéristiques du milieu, la nature de l'activité projetée, les conséquences économiques et sociales qui découlent de l'activité projetée, l'impact de l'activité sur la conservation de la faune et son habitat. Est-ce que la fréquentation de l'habitat par un animal, un poisson ou un invertébré d'une espèce menacée vulnérable? Puis, est-ce qu'il y a une possibilité d'aménager un habitat de remplacement? Quand on parle de compensation, donc quand il y a une détérioration, une destruction d'une portion d'un habitat phonique, on risque d'aller en compensation. Donc, pour ce qui est de la compensation, on parle généralement de l'aménagement d'un habitat de remplacement ou d'un aménagement phonique. Dans le cas des phytotechnologies, il n'y a pas de règlement spécifique là, sur la compensation là, au niveau de la loi sur la conservation et mise en valeur de la faune. Donc, c'est vraiment au jugement d'analyse au cas par cas. On n'a pas vraiment de ligne directrice non plus là-dessus. Généralement, quand c'est tout végétal, c'est bien vu. Là, ça se pourrait qu'ils décident qu'il n'y a pas d'atteinte ou qu'il n'y a pas d'impact suffisant pour justifier une compensation. Par contre, souvent, ce qu'on voit, c'est dans les phytotechnologies, on voit souvent les phytotechnologies plus haut en berge avec une clé d'enrochement. Dans ce cas-là, on a presque juste la clé d'enrochement dans l'habitat du poisson. Fait que quand on regarde, ce qu'on a comme stabilisation, c'est un enrochement. Là, ça se peut qu'il y ait des compensations qui soient exigées. Pour ce qui est de la compensation financière, avec la dernière modification légale, c'est venu indiquer qu'on pouvait demander de la compensation financière, mais qu'il fallait que les normes soient régies par règlement. Puis on n'a pas encore adopté le règlement, donc il n'y a pas de compensation financière actuellement. Donc ce n'est que de la compensation par aménagement d'habitat de remplacement. Là, je vais m'attaquer à la loi sur la qualité de l'environnement. Il y a eu une révision majeure, là, je pense que c'était 2017-18, de la loi sur la qualité de l'environnement, qui est une nouvelle approche là, qui a été de distinguer les activités en fonction de l'impact sur l'environnement ou du risque là, environnemental. Donc, on les a classées en 4 catégories. Donc, impact élevé, modéré, faible, négligeable. Puis, selon le niveau d'impact, là, ce n'est pas toujours le même règlement qui régit qu'est-ce qui est permis ou qui n'est pas permis. Donc, ça va être la seule couleur qu'il va y avoir dans ma diapositive. Je sais que c'est un peu drable, là, mais en tout cas. Donc, pour les impacts élevés, on parle d'une autorisation du gouvernement, donc ce qu'on appelle le processus d'évaluation environnementale. Donc, les seuils d'assujettissement puis l'encadrement de la procédure d'évaluation environnementale, c'est dans le règlement sur les évaluations environnementales qu'on les retrouve. Pour ce qui est des 3 autres catégories, les impacts modérés, faibles et négligeables, là, pour chacune, on a un régime de permission, d'autorisation différent. Donc, les impacts modérés, c'est une autorisation ministérielle, donc l'autorisation 22 là, dans la loi sur la qualité de l'environnement. Pour les impacts faibles, c'est les déclarations de conformité, les impacts négligeables, les exemptions. Donc, tout ça, les seuils d'assujettissement, c'est dans le RAFI. Après ça, pour les 2 dernières catégories, pour lesquelles il n'y a pas d'autorisation délivrée, là, on va retrouver des conditions pour ne pas être assujetti à une autorisation. Puis toutes ces conditions-là qui peuvent concerner les méthodes de travail, les distances, tout ça, bien, c'est dans le RAMHHS, donc dans le règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles. Donc, pour la loi sur la qualité de l'environnement, donc, on parlait tantôt de l'autorisation 22. Donc, c'est nul ne peut, sans obtenir au préalable une autorisation du ministre, réaliser un projet comportant une ou plusieurs des activités suivantes. Puis là, dans les activités suivantes, il y a le paragraphe 4 qui est tous travaux, construction, intervention dans les milieux humides et hydriques. Fait que c'est là qu'on se retrouve quand on vient faire un ouvrage de stabilisation. Après ça, dans la LQE, il y a aussi l'article 31.1, donc qui dit quand est-ce qu'on a besoin d'une autorisation du gouvernement, puis qui va décrire qu'il faut passer par la procédure d'évaluation, d'examen des impacts. Donc ça, c'est pour les projets de plus grande envergure.
Et ensuite, pour le champ d'application milieu humide et hydrique, donc qu'est-ce qu'un milieu humide et hydrique? C'est décrit à l'article 46.0.2, où on a la définition de milieu humide et hydrique qui réfère principalement aux 3 composantes là, des milieux humides et hydriques, donc la présence d'eau, des sols hydromorphes, puis de la végétation hygrophile. Donc, on a une liste là, de milieux là, qui est non exhaustive, là, mais pour les milieux hydriques, de façon générale, c'est lac, cours d'eau, le fleuve, estuaire, golfe du Saint-Laurent et les mers qui entourent le Québec. On a aussi les rives, le littoral et les zones inondables. Donc, tout ça, ça fait partie du milieu hydrique, mais ils vont avoir des normes différentes pour chacun des types de milieux. Pour ce qui est des milieux humides, là, ça nous concerne moins, mais c'est ce que je vais mentionner, c'est que c'est ceux qui ne sont pas inclus dans le littoral. Donc, c'est les milieux humides, qu'on pourrait dire isolés, donc étangs marins, marécages, tourbières, qui ne sont pas inclus dans le littoral. Ça va moins nous intéresser là, pour ce qui est des phytotechnologies. Donc, pour... donc, on a OK, c'est ça. Pour le règlement sur l'évaluation des impacts, l'évaluation et l'examen des impacts de l'environnement sur certains projets, ça ne s'applique pas, c'est pas le même champ d'application que pour le RAFI puis tout ça. Là, on est vraiment plus au niveau des lacs et rivières qui sont listés au répertoire de toponymie du Québec. Donc, si on est un petit ruisseau, même si on dépasse les seuils d'assujettissement, on n'est pas assujetti à la procédure. Sauf si on est dans la baie des Chaleurs ou dans le Saint-Laurent, le fleuve estuaire-golfe. C'est à l'annexe 1 qu'on vient aussi décrire le type de travaux qui peuvent être assujettis. Donc, il faut que ce soit du dragage, du déblai remblai, du redressement de cours d'eau. Et on a un seuil de superficie ou de distance linéaire qui est de 500 mètres linéaires ou de plus de 5000 mètres carrés. Donc, si on dépasse ces seuils-là, même si c'est des phytotechnologies, on est assujetti à la procédure d'évaluation des impacts. On est considéré comme étant à impact ou à risque élevé. Ensuite, là, je voulais juste faire un petit rappel, mais si ici, il y a vous voulez voir c'est quoi les renseignements à fournir, quelle étude de caractérisation on doit faire avant, c'est quoi la portée des conditions, tout ça, c'est les articles qui suivent l'article 22, là, donc les articles 23, 24, 26. Mais je ne rentrerai pas dans le détail de ça aujourd'hui. Enfin, bon, ça, le cœur du sujet, c'est vraiment dans le RAFI, où il y a les seuils d'assujettissement pour les phytotechnologies, pour les ouvrages de stabilisation. Donc, on a une définition d'ouvrage de stabilisation à l'article 313, paragraphe 9, donc qui est d'accroître la résistance mécanique d'un sol ou d'une infrastructure pour les protéger de l'érosion et des glissements de terrain. Donc, c'est ça qu'on entend dans le cadre réglementaire par un ouvrage de stabilisation. Et on a 2 niveaux d'assujettissement, si on veut, là, ou 3 en fait, là, mais on a deux seuils d'assujettissement pour les exemptions et les déclarations de conformité. Donc, pour les exemptions, dans le fond, c'est toute phytotechnologie, tout ouvrage de stabilisation fait à l'aide de phytotechnologie. S'ils sont de moins de 50 mètres linéaires, on n'est pas assujetti à une autorisation. Par contre, j'ai oublié de l'indiquer sur la liste, là, mais avec l'abolition de la politique de protection des rives du littoral des plaines inondables qu'il y avait à l'époque. Maintenant, on a ce que vous avez peut-être entendu parler sous le nom de régime transitoire. Il y a quand même nécessité d'obtenir une autorisation municipale, même si on n'est pas assujetti à la loi sur la qualité de l'environnement. Puis le seuil est un petit peu différent quand on utilise des matériaux inertes, donc c'est moins de 30 mètres linéaires ou moins de 5 fois la largeur du cours d'eau, donc c'est le plus restrictif des deux. Donc si on a un cours d'eau de plus de 6 mètres de large, c'est 30 mètres la limite. Fait que ça, c'est pour les exemptions, donc c'est pour toute stabilisation de talus. Après ça, quand on est dans une stabilisation de talus pour stabiliser un chemin, là, c'est différent. Là, on peut aller jusqu'à la déclaration de conformité, puis on a un seuil qui est plutôt à 100 mètres linéaires pour les phytotechnologies, puis 50 mètres linéaires pour les matériaux inertes. Puis il ne faut pas augmenter non plus la superficie du chemin qui serait exposable aux inondations de plus de 25 %. Fait qu'il y a comme des petits critères comme ça, là, puis ça ne s'applique pas non plus pour le Saint-Laurent et la baie des Chaleurs. Fait que c'est ça. Fait que si on est dans la stabilisation d'un chemin, on peut aller demander une déclaration de conformité sans être assujetti avec un ouvrage de phytotechnologie jusqu'à 100 mètres linéaires. Puis ça n'inclut pas les ouvrages mixtes. C'est vraiment que phytotechnologie. Puis, dernier petit point aussi, si on vient fusionner notre nouvel ouvrage à un ouvrage existant, bien là, il faut faire la somme des distances de l'ensemble de l'ouvrage. Donc, si on a un ouvrage déjà de 50 mètres, puis qu'on vient faire un autre ouvrage de phytotechnologie de 49 mètres, bien, on est en dessous de 100 mètres, on est correct pour faire une déclaration de conformité.
Là, je ne rentrerai pas dans les formulaires que vous avez à remplir pour ça. Je les connais moins, mais c'est ça. Je ne voulais pas vous donner le petit haut le cœur là, pour le RAFI. Donc, on n'a pas de définition de phytotechnologie puis de matériaux inertes dans les lois, dans les règlements, mais dans le guide de référence là, du RAFI, il y a une définition de phytotechnologie qu'il faut prendre comme en lisant aussi celle des ouvrages de stabilisation, mais qui est une armature végétale telle que les fagots, fascines, tressages, matelas de branches, plançons, tout autre ouvrage de stabilisation fait à partir de végétaux vivants. Donc, c'est vraiment cet aspect-là qui est important, là, végétaux vivants. Donc, même si on utilise des végétaux puis que c'est des gros troncs d'arbres inertes, c'est considéré comme matériaux inertes, puis à ce moment-là, ça ne rentre pas dans la phytotechnologie. Donc, fait que matériaux inertes, c'est l'autre pendant. Là. Dans le fond, c'est les enrochements, murets, caissons de bois, toute autre stabilisation faite à partir de matériaux inertes. Donc, ça, comme je disais tantôt, là, les techniques mixtes, donc enrochement ou caissons de végétation avec de la terre puis de la végétation, caissons végétalisés, donc un caisson en bois avec de la terre puis de la végétation, c'est pas considéré comme des phytotechnologies. Ça serait une méthode mixte là, qui entrerait dans ce qu'on appelle matériaux inertes. Pour ce qui est de la détermination de la limite du littoral, qui est quand même assez important là, dans les ouvrages de stabilisation, on va utiliser ce qu'on appelle la limite du littoral, qui va nous servir à distinguer la fin du littoral puis le début de la rive, qui va aussi servir à délimiter l'habitat du poisson. Fait que c'est la même limite actuellement. Il y a 5 méthodes qui sont prévues là, à l'annexe 1 du règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles. Il faut les prendre dans l'ordre. Dans le fond, on prend la première. Si on ne peut pas l'appliquer, on prend la deuxième. Si on ne peut pas l'appliquer, la troisième. Donc, première situation, on est dans le réservoir d'un barrage. On va utiliser la cote maximale d'exploitation. Si on n'est pas dans cette situation-là, on va regarder est-ce qu'il y a un mur de soutènement. S'il y a un mur de soutènement, on prend le sommet du mur. S'il n'y a pas de mur de soutènement, puis qu'on est en zone côtière, on va prendre la méthode éco-géomorphologique. Si on n'est pas en zone côtière, donc dans tous les autres cas, cours d'eau intérieur, cours d'eau douce, on va utiliser la méthode botanique experte ou la méthode biophysique, là, qui est ce qu'on appelait avant la méthode botanique simplifiée, là, mais qui prend en compte pas juste les espèces de plantes qui sont présentes, mais aussi certaines marques qui peuvent avoir été laissées par les glaces ou par l'érosion. Puis dans le dernier cas, s'il n'y a aucune de ces méthodes-là qui fonctionne, on va utiliser la méthode hydraulique 2 ans. La méthode hydraulique qui est la cote de récurrence de crue 2 ans. Ensuite de ça, dans le même règlement, le RAMHHS, vous avez tout plein de définitions. Donc, les définitions de cours d'eau, de fossés, de rive littorale, de limites du littoral. Vous avez aussi des définitions de ce qui est inclus quand on utilise le mot construction, quand on utilise le mot entretien ou modification substantielle. Vous avez des définitions aussi pour distinguer chemin, route, sentier. Fait que toutes ces définitions-là qui vous servent à comprendre le RAFI et puis utiliser les bons mots-clés quand vous faites une recherche par mots-clés, parce que, en tout cas, j'imagine que vous ne connaissez pas tous les articles par cœur. Les bons mots à utiliser sont dans le RAMHHS, dans la section définition, puis il y a une portion dans le RAFI aussi. Puis ensuite de ça, le RAMHHS, ce qu'il vient faire, c'est pour tous les travaux qui sont exemptés d'une autorisation, donc soit en déclaration de conformité ou en exemption, il va venir décrire un peu des noms généraux en ce qui concerne les déblais remblais, l'utilisation de véhicules et machineries, tout ce qui est la remise en état post-travaux, les infrastructures, les ouvrages et bâtiments, les activités d'aménagement forestier, l'entretien de cours d'eau. Donc, il y a des normes là-dessus à utiliser quand on n'est pas assujetti à une autorisation qu'il faut lire en même temps qu'on lit le RAFI. C'est important d'aller voir dans les deux règlements. Pour ce qui est de la compensation, il y a un règlement spécifique là, du côté de la LQE qui vient encadrer toutes les contributions financières ou les compensations qui sont qui sont prévues dans le cas où on fait des travaux et qu'on occasionne une atteinte au milieu humide et hydrique. Mais il y a quand même plusieurs types de travaux qui sont soustraits d'une compensation. Donc, c'est à l'article 5 où on liste les différentes soustractions. Puis là, je vous ai sorti les 2 situations qui, selon moi, peuvent s'appliquer pour les phytotechnologies. La première, où si on occasionne une perte de moins de 30 mètres carrés de milieu hydrique. C'est quand même petit, mais bon, des fois, on n'a pas grand-chose à stabiliser. Fait que si on est sous le seuil, on n'est pas assujetti à une compensation. Puis dans le cas où on fait une stabilisation de talus, il y a une soustraction qui est prévue lorsqu'elle est faite au moyen de phytotechnologie. Donc, pour l'ensemble des projets, si on n'utilise que des phytotechnologies, on est assujetti à une autorisation ou à une déclaration de conformité, mais on n'est pas assujetti à une compensation. Fait que ça c'est un gros avantage d'utiliser les phytotechnologies par rapport aux autres méthodes de stabilisation.
Et il y a une autre petite exception là, qui est pour les différents ministères ou les organismes publics, là, comme Hydro-Québec, par exemple, qui utiliseraient de la stabilisation pour des routes, pour la gestion ou le traitement des eaux ou pour tout ce qui est distribution, transport, production d'électricité. Si il y a les méthodes mixtes, qu'on pourrait appeler, sont acceptées ou sont pas assujetties non plus à la compensation. Donc, phytotechnologie plus matériaux inertes, ça ne serait pas assujetti. Et phytotechnologie avec une clé d'enrochement, ça ne serait pas assujetti non plus à une compensation. C'est les petites exceptions qu'il y a pour les travaux là, de nature publique, là, disons. Là, je vous ai listé quelques sites web si la présentation est rendue disponible, ce que vous pourrez aller vous informer, mais on a tout ce qui est les démarches à entreprendre lorsqu'on veut faire déposer une demande d'autorisation, tant au niveau LCMVF qu'au niveau LQE. Il y a les formulaires en ligne de l'environnement que je vous ai mis le petit lien. Puis aussi, je vous encourage à contacter les différentes directions régionales de la faune ou de l'environnement là, pour vous épauler là, dans vos demandes d'autorisation. Fait que je suis ouvert aux questions. Ça serait ce qui complète ma présentation. Merci beaucoup sur cette présentation sur les arcanes de la réglementation. Effectivement, il y a de quoi se poser des questions, il y a du travail pour tout comprendre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Avez-vous des questions? Allez-y. Je suis tout petit. Oui, c'est ça. Je suis désolé, je ne vous avais pas vu. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Mario Eppel, directeur d'expertise en études d'impact et évaluation environnementale stratégique chez Stantec. J'aurais toute une litanie de griefs par rapport à l'application mais parce qu'il y a eu beaucoup de changements, puis là, on ne savait plus vraiment sur quel pied danser sur plusieurs choses. Mais là, je vais m'attarder juste à une chose. Parce que moi, j'ai une passion dans la stabilisation des berges pour le milieu marin. OK? Ouais. Bien, je fais énormément de milieux d'eau douce, mais mon intérêt est principal marin. C'est le seuil d'assujettissement à 500 mètres. Il fait du sens pour moi en milieu d'eau douce, mais aucun en milieu marin. On l'augmentait à 500, puis j'étais heureux en milieu d'eau douce, mais en milieu marin, ça n'a pas d'allure. Tu sais, je veux dire, le comportement des courants, de tout le milieu hydrodynamique est bien différent. Ça ne coule pas d'amont en aval. Tu sais, ça arrive de tous les sens, puis les effets de boue, ils peuvent se présenter. Puis ça n'a pas besoin d'être très, très, très long comme structure pour générer des impacts importants chez les propriétés des voisins. C'est ça. Tu veux dire qu'il est trop élevé à 500 mètres? En milieu marin? Oui. Il était correct à 300 mètres. Moi, à mon avis, en milieu marin, il était correct. OK? Puis c'est pas parce que ça génère plus de jobs pour les consultants. Là, non, c'est un fait pour moi. Puis d'un autre côté, on a le 50 mètres, 50 et 30 mètres. 50 si c'est du génie végétal, puis 30 mètres si c'est du génie mécanique, des techniques dures de stabilisation. Bon, mais on ne voit pas nulle part. Je veux dire, il peut y avoir 17 propriétaires de 30 mètres, un à côté de l'autre, qui vont générer plus de 500 mètres. Puis ils ne seraient pas assujettis à une étude d'impact, les 17 propriétaires. C'est cumulatif. Là. Donc, à moins qu'ils laissent un espace entre chacune des stabilisations. Non, mais chaque propriétaire il est libre non, de faire... c'est cumulatif. Donc, si on a... Oui, mais il y a de multiples demandes. Ce n'est pas l'association des propriétaires. Il faudrait qu'ils les déposent vraiment tout en même temps, mais si on a déjà un ouvrage de, mettons, 495 mètres, puis qu'on a un nouveau propriétaire qui vient faire une demande de 25 mètres de plus, qui est collé sur l'ouvrage de 495, et ça va tomber assujetti, parce qu'on a dépassé 500 mètres. Non, Merci beaucoup. Peut-être, comme il y a pas mal de questions, si vous pouvez peut-être reprendre un petit peu après. On pourra en discuter, mais toutes les longueurs sont cumulatives, normalement, des ouvrages de stabilisation. Donc, il n'y a pas de... Quand c'est un propriétaire, mais quand c'est 17 propriétaires, un à côté de l'autre, qui font chacun leur demande,
Merci beaucoup. Merci beaucoup. On voit que ce n'est pas simple. Vous avez une nouvelle question? Oui, bonjour. Bonjour. Mon nom est Guillaume Massé, ingénieur. J'utilise le RAFI presque à tous les jours. Ma question est la suivante. Je trouve que présentement, un des freins à la réalisation des projets de phytotechnologie est le sacro-saint principe d'éviter l'empiètement. Ça nous bloque dans plusieurs projets parce qu'il y a souvent sur le milieu terrestre des infrastructures à protéger qui nous empêchent de faire des pentes adéquates. Puis, avec les phytotechnologies, on aurait besoin d'espace dans le cours d'eau. Et souvent, si je prends l'exemple du lac Saint-Jean ou de ses tributaires, il y a de la place, puis ça ne serait pas grave au point de vue environnemental, en tout cas de mon point de vue et du point de vue de beaucoup de gens. Mais présentement, la manière que la réglementation est faite, elle freine l'utilisation des phytotechnologies. Alors, ma question, est-ce qu'il y a au sein du ministère une ouverture pour modifier la réglementation à ce sujet-là? Ouais, c'est une bonne question. Parce que je dois vous dire qu'on était supposé être deux pour présenter, puis c'est un de mes collègues qui était supposé présenter la portion environnement. Moi, je suis plus du côté fond, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une volonté de maintenir à jour, mettons, la réglementation. On a des meilleurs outils maintenant là, pour faire des modifications récurrentes de la réglementation. Avant, on pouvait attendre 30-40 ans avant d'ouvrir un règlement. Maintenant, on a ce qu'on appelle des omnibus réglementaires ou législatifs, dans lesquels on peut venir faire plusieurs ajustements à plusieurs règlements. Puis ça, ils sont beaucoup plus fréquents. Il y en a, puis il y a toute la modification du cadre permanent qui s'en vient aussi, là, qui devrait être déposée cette année. Fait que je vous encourage, si vous avez des recommandations ou à les commenter ou déposer des mémoires pour proposer des modifications. C'est toujours regardé à l'interne par les différents analystes. Au niveau de l'empiètement, là, on tombe plus au niveau de l'application des lignes directrices là, qui sont données aux analystes parce que c'est pas interdit de le faire. C'est juste que le processus est plus lourd peut-être si on empiète parce qu'on va avoir une demande d'autorisation à faire. Fait que là, si c'est à l'intérieur de la demande d'autorisation, mais là, ça n'est pas dans la réglementation, c'est plus au niveau de l'application. Puis ça, c'est plus facile à modifier si on a des bonnes justifications là, pour aller de l'avant. Fait que ce que je pourrais vous dire, là, je ne sais pas si ça répond à votre question. En partie. J'en aurais une autre, vu que vous êtes dans le domaine phonique, si je peux me permettre. Rapidement Oui. alors, parce qu'on commence à déborder là. D'accord. Ça fait 1 an et demi que je travaille sur un projet. On a eu l'autorisation ministérielle, mais on n'est pas capable de trouver de projet de compensation. Parce qu'il n'y a aucun projet de compensation que le ministère a accepté jusqu'à maintenant. On en a déposé 5. Puis là, présentement, c'est le ministère qui cherche. Ça fait 2 mois et demi, puis il ne trouve pas. Est-ce que les projets de compensation le ministère a une façon de faire pour essayer d'améliorer le processus pour en trouver? Ça aussi, c'est une bonne question. Puis c'est un commentaire qu'on entend souvent, là, de la difficulté de trouver des projets de compensation. Je ne pense pas que c'est le nombre de milieux à restaurer là, qui manque. Là. C'est plus la difficulté là, qu'on a à les mettre en place parce que c'est souvent des terres privées ou des cours d'eau de tenue privée. Donc là, ça devient difficile de trouver les accords avec les propriétaires. Mais de l'autre possibilité, là, qui est la contribution financière qu'il y a du côté des milieux médédriques, bien, là, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on transfère la responsabilité de trouver un projet de remplacement ou de compensation au ministère, plutôt que ça demeure dans les mains de celui qui cause la perte. Fait que ça, c'est une autre logique, là, mais c'est pas plus évident. Il ne faut vraiment pas voir la compensation comme étant une amende. L'objectif ultime, là, c'est de récupérer des fonctions, soit de milieu médédrique ou d'habitat. Fait que si on n'est pas capable de trouver de projet et qu'on veut juste se départir de la responsabilité en remettant sur le dos du ministère, on ne sera peut-être pas plus capable d'en trouver s'il n'y en a pas disponible. Fait que il faut vraiment plus travailler à peut-être favoriser ce processus-là, mais là, on rentre plus souvent dans le droit de propriété puis dans l'acceptabilité sociale. Puis, c'est ça qui rend la chose plus difficile. Je comprends votre difficulté. Je n'ai pas de solution à vous le dire aujourd'hui, là, mais on est conscient je pourrais vous dire qu'on est conscient de cette problématique-là. Merci beaucoup, Francis.